bonsoir. Eh ben, bravo pour ce film. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est l'intérêt du processus de fabrication du film. C'est-à-dire que c'était fait par la façon dont ça a été fait à Grenoble. D'abord l'intersyndicale, la mobilisation de plusieurs syndicats. Ensuite, la collaboration à la fois transversale, transdisciplinaire, transfrontière, le fait de collaborer avec des artistes, documentaristes, des chercheurs, et puis des acteurs, et puis des militants. Et ça, je crois que c'est vraiment exemplaire comme processus, avec dans le projet le fait de faire de ce film un instrument à la fois de formation, de débat. Et ça, je trouve que c'est en soi-même, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est dit à un moment donné de retrouver ce qui fait sens par rapport au travail, ben, c'est en faisant des choses comme ça. Et de pouvoir en parler et de pouvoir en débattre. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est combien le film met en évidence qu'il ne faut pas se tromper de causalité. C'est pour ça que d'ailleurs que l'approche transdisciplinaire est intéressante, à la fois sur le plan des disciplines scientifiques, mais aussi des acteurs qui sont concernés par le film, et des acteurs, disent les sociologues, qui viennent d'horizons différents. Et on voit bien que le film met en évidence la causalité du mal-être qui est ressenti par rapport au travail, et donc de l'émergence. Il y a une corrélation étroite et directe entre l'introduction de ces nouvelles formes de management et l'apparition, l'émergence et le développement d'un certain nombre de symptômes. Et donc, il montre bien combien le risque de psychologisation, de psychiatrisation, de médicalisation du problème est un enjeu tout à fait politique. C'est dit très explicitement à un moment donné, puisque ça évacue la causalité du côté de l'introduction de ces nouvelles formes de management, de ces nouveaux outils de gestion. Et donc ça, c'est intéressant, et c'est ma troisième remarque, parce que en regardant ce film, je disais, mais dans la loi travail d'aujourd'hui, il n'y a rien, ou quasiment rien, de cette réalité-là. Et ça, c'est vraiment, je crois, tellement à la fois pathétique, et en même temps, je veux dire, ça donne une clé politique par rapport à pourquoi cette loi est rejetée. Et ce qui est rejeté, c'est ça, en fait. Donc toute l'ambiguïté du débat politique qui n'arrive pas à poser la question du travail réel, qui n'arrive pas à poser la question de ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi il y a ce mal-être, mais qui n'arrive pas à avoir de traduction politique. Et donc, bravo à ceux qui ont fait ce film, et je dirais bravo, et j'attends avec intérêt les réactions des organisations syndicales, parce que je crois qu'elles sont, elles, en avance sur cette question-là par rapport aux partis politiques, et que si ce film peut aider à avancer, à mettre ça au cœur du débat politique, ça serait vraiment un progrès immense. Moi, je voulais aussi féliciter le réalisateur et ceux qui l'ont aidé et qui ont contribué à faire quand même un film que je trouve original, qui est un produit original. Donc, on a vu des documentaires sur le monde du travail, mais là, il y a une vraie construction, il y a une volonté à la fois de recourir à des experts et des gens du terrain, mais en même temps, je trouve qu'on voit bien se dessiner un point de vue sur le travail. Et effectivement, ça nous fait penser que en France, il y a des gens qui voudraient vraiment travailler. On n'est pas dans une logique d'opposition frontale. Ce qu'on voit dans le documentaire, en tout cas me semble-t-il, sont des gens qui souhaiteraient apporter une contribution valable, utile, qui soit intéressante pour les dessinateurs, mais aussi pour eux-mêmes, et qu'ils se heurtent à des impossibilités liées alors à un autre point de vue sur le travail, qui est celui du management, qui semble partir de considérations qui n'ont pas grand-chose à voir avec le travail réel, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit, c'est très bien montré, je trouve, des sortes d'émissions kitsch, de slogans, de modes, une espèce de folklore managérial vide, où on a véritablement
l'impression qu'on est dans une perte de sens. Et je trouve que l'opposition entre ces deux points de vue sur le travail, celui des salariés qui sont, alors pour reprendre l'expression d'Yves Clos, empêchés dans leur travail, qui se heurtent à des impossibilités et qui expliquent non seulement le gâchis que ça représente, mais aussi ce que ça peut coûter en termes de santé, en termes de destin personnel, d'aventure personnelle. Mais cette confrontation entre les deux points de vue, elle est très réussie. Hein, vraiment, on a l'impression que d'un côté on a le réel, on a des sortes de confrontation avec des obstacles qui s'amoncellent en raison de on ne sait pas trop quoi, et des gens qui en souffrent, qui voudraient faire leur travail. Et de l'autre côté, c'est cette espèce de façon surréaliste, un monde de managers qui sont dans la novlangue, dans les artefacts, dans des discours, dans des modes. Bon, alors ça moi, ça m'a beaucoup intéressé, beaucoup impressionné. Et je pense effectivement qu'il y a une actualité qui est celle de la loi El Khomri qui devrait donner lieu à des confrontations de l'ordre de celles qui sont montrées dans ce documentaire. Les questions sont à la hauteur du film aussi. Je trouve que la question autour du travail réel est très importante, pour deux raisons. La première, c'est quand on ne va pas bien, effectivement, retrouver les fondamentaux de son travail, et l'infirmière le dit bien, mais je pourrais le dire comme chercheur, on peut le dire comme médecin, comme psychiatre, tous les acteurs qui sont confrontés à ce problème-là. Pour aller mieux, il faut retrouver du sens à son travail, c'est retrouver les fondamentaux qui permettent de bien travailler. Et donc on est confronté à ce moment-là à une contradiction entre le fait d'avoir envie de bien travailler et le fait d'avoir des outils de management, des pratiques d'organisation du travail qui empêchent de le faire. Alors ça me paraît être une des clés, il faudrait comprendre pourquoi un tel acharnement à empêcher les gens de travailler au nom de l'excellence et de la qualité totale, parce que l'acharnement, il n'est pas seulement, il est aussi bien dans le privé que dans le public, et il est absolument général. Donc il faut répondre à cette question. La réponse, elle est dans, par exemple, l'outil de gestion qui est l'EVA. C'est Economic Value Added. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les indicateurs de performance n'ont plus rien à voir avec le fait de bien travailler, mais ils ont à voir avec le calcul de la rentabilité de ce qui est fait. Et donc, il faut revenir, et ça, le film, mais c'est compliqué, mais il y a Kravitz, par exemple, qui l'explique très bien, mais c'est très rapide, et il faut déconstruire les liens qui peuvent exister entre la mise en place de ces nouvelles formes d'organisation du travail et les transformations du capitalisme, et en particulier du capitalisme financier, et tous ces outils qui ne pensent qu'à une chose, c'est avoir des indicateurs qui permettent d'améliorer la productivité en termes de valeur financière, uniquement en termes de valeur financière. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est lié, ça permet d'arriver au niveau politique, c'est-à-dire de comprendre pourquoi cette ce new public management et la corporate governance, je m'excuse de le dire en anglais, mais c'est comme ça, devient le modèle dominant, qui est un modèle de gestion, mais de gestion du monde, de gestion de la planète. C'est-à-dire les grands organismes financiers, par exemple, imposent à la Grèce, mais aussi à la France, à l'Europe et ailleurs, à tous les autres continents, un mode de gestion qui utilise le benchmark, qui utilise le lean management, etc. C'est-à-dire c'est devenu un pouvoir mondial. C'est pour ça qu'il faut remonter au niveau politique et faire le lien qui peut exister entre ces formes d'organisation du travail et les pressions énormes qui sont mises en place pour obliger les États à introduire le modèle du new management public dans la gestion des institutions publiques, de l'hôpital, de l'université, des ministères et autres. Parce qu'il y a un lien entre le mal-être au travail, ces nouvelles formes d'organisation du travail et cette domination, cette nouvelle forme de domination mondiale. Et ça, c'est une bataille politique. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ça renvoie aussi à la contradiction des politiques qui disent qu'ils vont faire quelque chose par rapport à ça, et une fois parce que si ils disent pas ça, ils ne vont pas être élus, et une fois qu'ils sont élus, ils ne le font pas. Alors on peut leur dire qu'ils sont en contradiction, mais il faut essayer de le comprendre, aussi pourquoi il y a ce lien-là avec cette nouvelle forme de pouvoir. Alors ça nous pose un vrai problème, et Kravitz le dit bien, il n'est pas dans le film, mais
il était dans le film de Jean-Robert Vialet où il continuait son topo à Davos, il disait « Moi, c'est l'argent qui travaille ». Donc si c'est l'argent qui travaille, on n'a plus besoin de travailleurs. Ça veut dire qu'effectivement, les logiques financières, mais aussi la robotique, mais aussi la révolution numérique, nous confrontent à un problème qui est qu'on va être de plus en plus productif avec de moins en moins de travailleurs. C'est un des effets, effectivement, de la logique dans laquelle on est. Et donc, il faut aborder cette question-là. Comment on va construire une société dans laquelle on va continuer à être de plus en plus productif avec de moins en moins de travailleurs. C'est-à-dire que le chômage est un effet structurel du décalage entre le nombre d'emplois que l'économie produit et le nombre de personnes actives en âge d'occuper ces emplois. Or, on a de moins en moins besoin d'emplois. Alors après, on peut discuter sur les formes d'aménagement, la sécurité flexible, la flexi-sécurité, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'arrive pas à aborder cette question de front alors qu'elle est tout à fait centrale. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à que faire pour ne pas s'exonérer de ses responsabilités individuelles et comment retourner la question de la violence. Parce que je pense que les deux sont liés. C'est effectivement que ce système, il ne pourrait pas, il nous met en permanence dans des injonctions paradoxales. C'est-à-dire à la fois on n'en veut pas, mais à un moment donné, c'est évoqué, mais on a intérêt d'une certaine façon à le faire fonctionner. C'est comme l'avancement au mérite, si vous voulez. Tout le monde est pour l'avancement au mérite, en pensant que quelque part, si c'était transparent, objectif et rationnel, vraiment, c'est moi qui en profiterais, alors que tout le monde est perdant. C'est comme l'excellence. L'excellence, c'est totalement paradoxal. C'est-à-dire, c'est magnifique dans le film, cette planète lumineuse, fascinante de l'excellence, alors que l'excellence, non seulement ça produit l'exclusion, mais l'excellence, ça produit l'effet Lance Armstrong. Lance Armstrong, c'est l'archétype de celui qui a été le plus excellent dans le cyclisme. Et pour être excellent de façon durable, en plus, la Fondation européenne pour le qualité management vous propose l'excellence durable, c'est l'oxymore parfait. Comment peut-on être excellent durablement, c'est-à-dire hors du commun durablement? Si on est hors du commun durablement, que devient le monde commun? C'est-à-dire ce qui nous lie tous ensemble. Et donc cette folie de l'excellence, ça oblige en particulier à tricher, ça oblige à se doper. Dans les entreprises aujourd'hui, tout le monde maquille les résultats exactement comme le font tous les États pour pouvoir répondre aux indicateurs sur lesquels ils vont être évolués, pour montrer qu'ils continuent à être excellents. Tous les indicateurs d'excellence, par exemple, des entreprises publiques aujourd'hui, tous les indicateurs sont au vert, alors que les travailleurs, les usagers, et tout le monde dit que ça ne marche pas et que ça se dégrade. Donc c'est ça, les injonctions paradoxales. Donc il faut qu'on se donne les moyens de déconstruire ces injonctions paradoxales. C'est pour ça que par rapport à la violence, je pense que si on fait ça tout seul quand on ne peut pas dans son coin, effectivement, on retourne la violence contre soi, et c'est une des causes majeures du mal-être au travail, qui se traduit par des symptômes somatiques et psychosomatiques, parce que comme on se sent impuissant à réagir, évidemment, ça réagit là, et puis on fait un ulcère à l'estomac, ou on fait une dépression, ou on fait tout, ou jusqu'au passage. Elle le dit très bien à un moment donné, cette femme de Hewlett Packard, j'ai eu envie de passer par la fenêtre pour que ça s'arrête, parce que tout seul, dans son coin, on n'y arrive pas. D'où l'importance des films comme ça pour permettre de dire mais ce que je vis moi, les autres le vivent aussi. Et d'où l'importance aussi des actions syndicales qui permettent de créer du collectif par rapport à ça. Et donc, tout seul, on ne peut pas s'en sortir, et puis, c'est pas la peine de se mettre en danger, ni individuellement, mais ni à un moment donné, on pète les plombs, et puis on va dire à sa hiérarchie qu'on n'en peut plus et qu'on n'en veut plus, c'est dit dans le film aussi, et puis boum, ça se retourne contre soi. D'où l'importance des collectifs, et ces collectifs qui redonnent du sens, qui redonnent le sentiment de ne plus être impuissant. Mais je pense qu'une des questions qui se pose, et c'est pour ça que les intersyndicales, c'est pour ça que ce genre de débat, c'est pour ça que Nuit debout est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il faut bien que les citoyens passent à un niveau politique, et si ce n'est pas les politiques qui le font, il faut bien que ce soit nous qui nous réapproprions ce débat politique pour remettre cette question du travail au centre. Parce que, effectivement, on voit bien combien il y a une vraie difficulté à faire de ça un combat politique. Et c'est pour ça qu'il y a une bataille idéologique majeure, par exemple, sur les liens entre
le mal-être au travail, le burn-out et l'organisation du travail. En PACA, il y a 14 médecins, dont 2 psychiatres, qui sont actuellement poursuivis parce que justement, il faut un lien dans leur pratique entre les symptômes qu'ils rencontrent des patients qui viennent les voir et les formes d'organisation du travail. Ils sont poursuivis. Ces gens-là, il faut les défendre, c'est comme des lanceurs d'alerte, etc. C'est ces gens-là qu'il faut absolument défendre, et donc ils ont besoin d'un soutien collectif, ils ont besoin qu'on se mobilise collectivement, parce qu'en même temps, ça nous fait du bien à tous quand on fait des choses comme ça, comme Nuit debout nous fait du bien à tous, comme les Los Indignados en Espagne, le Printemps Érable au Québec, les parapluies de Hong Kong, ces nouvelles formes qui fait qu'à un moment donné, on retrouve le goût de la politique par ces actions citoyennes collectives. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Vincent, et par rapport aux questions qui se posaient, effectivement, je me disais, bon, que faisons-nous de la responsabilité individuelle? Et puis, d'autres personnes qui disaient, on prend sur soi jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus et que la corde casse, et puis les gens qui viennent nous voir sont au top niveau des compétences. Et effectivement, je crois que c'est les symptômes les plus parlants de notre monde du travail. C'est qu'on prend tout sur le mode de la responsabilité individuelle, sur l'exigence d'être au top, sur le fait de devoir prendre sur soi. Et je crois que précisément, ce que tu disais Vincent, c'est fondamental. On a à mener une bataille idéologique. Je crois qu'on a longtemps perdu cette bataille idéologique sur le monde du travail. On a laissé s'imposer un discours managérial de la pseudo-modernité qui a eu tendance à présenter les entrepreneurs, les employeurs, les managers comme les seuls courageux, audacieux, aventuriers qui luttent pour maintenir des emplois et pour la performance des entreprises face, là c'est toujours la rhétorique managériale, à des salariés frileux qui ont peur de se mettre en danger, qui n'acceptent pas de prendre des risques, qui s'arc-boutent sur leurs acquis, sur leurs avantages, etc., etc. Et donc on a eu tendance à se laisser raconter une histoire de ce type-là. Vous savez, il y a ce fameux livre Storytelling de Christian Salmon qui montre qu'en politique comme au management, il y a les décideurs qui produisent des histoires, qui produisent des storytelling pour raconter ce qui n'est pas vrai, mais pour faire accroire aux autres que la légitimité, le courage, la valeur, l'audace, la responsabilité, elle est du côté des décideurs. Donc là, je crois que vraiment, il y a une bataille idéologique à mener, et aussi sur le plan il y a des responsabilités individuelles des salariés. Il faut combattre ce discours. On n'a pas à avoir de responsabilité individuelle puisqu'on ne nous laisse pas avoir de capacité individuelle de contester ou d'avoir un point de vue argumenté professionnel sur ce qu'on nous fait faire. Tout a été fait depuis 30 ans pour individualiser l'organisation du travail et la gestion des salariés. C'est ce qu'on est en train de payer maintenant. Il y a deux aspects. Donc il y a le premier qui est l'idéologie, le deuxième c'est effectivement une individualisation, une atomisation très très forte qui a été menée dans les entreprises et qui fait qu'on n'a pas la capacité tout seul dans son coin ni de décrypter ce qui nous arrive, ni de pouvoir contester. Et je crois que, on le sent bien dans le film. Chacun essaye de dire, moi j'ai tout fait pour essayer d'être un bon salarié, j'ai tout fait pour essayer de tenir mes objectifs, pour faire un travail de qualité, mais je n'y arrive pas. Évidemment, on ne peut pas. Tout seul, on ne peut pas. Et je crois que ça, c'est une autre dimension sur laquelle il faut revenir. Je finis juste, une autre dimension sur laquelle il faut revenir, c'est tout seul on n'y arrivera pas, et donc il faut, c'est ce que tu disais aussi Vincent, recréer du collectif, remettre en question de façon collective ce qu'est le travail, à qui il appartient et à quoi il sert. Moi je commence à me rendre compte à quel point on a été soumis à cette idéologie incroyable. Regardez, en 1999, le CNPF, qui s'appelait le Conseil national du patronat français, ça disait ce que ça voulait dire, hein, est devenu quoi? Le mouvement des entreprises de France. C'est-à-dire que, d'un seul coup, le patronat a dit les entreprises, c'est nous. Ce qui est quand même extraordinaire. Hein.
que les entreprises, ce soit le patronat, c'est quand même une somme des salariés, de la base, des salariés intermédiaires, de l'encadrement et puis de la direction. C'est ça les entreprises. Non, ben maintenant, on a été soumis à une pseudo-évidence que les entreprises, ce sont les patrons, pardon, que les patrons sont les entreprises. Et quand Gattaz dit il faut libérer les entreprises, il faut comprendre ce qu'il veut dire. Il faut nous libérer du code du travail, nous libérer de toutes les contraintes. On ne veut plus avoir à subir des exigences et de revendications des salariés. On ne veut plus. Voilà, on est en guerre économique, c'est la mondialisation, la globalisation, c'est nous, les vestales en quelque sorte des emplois et de la performance, laissez-nous faire, nous sommes les entreprises. Et même pire, Gattaz a dit aussi, il faut libérer le travail, considérant comme in fine, le patronat, c'est le travail. Non, mais je crois que la force idéologique, et vous l'avez montré dans le film d'une manière très intéressante, enfin, c'est ce que j'essayais de dire au début, on a l'impression que le management, c'est un monde de slogans, de mots d'ordre, d'évidence, c'est là où ça se passe, ça avance, on a accéléré, on a des mots nouveaux, on a des idées nouvelles, on a une espèce de force qui est la force de la modernité, de l'évidence contre ce qui serait l'archaïsme des salariés qui ont encore des revendications complètement dépassées. Et donc, on est dans un monde où le management crée en permanence l'obsolescence de la critique. C'est-à-dire qu'ils prétendent aller tellement vite que si vous critiquez quelque chose, c'est ce qu'on subit, nous, les chercheurs. Je ne sais pas si tu l'as subi, toi, Vincent, mais moi, on me le dit régulièrement. J'essaye de résister. Ils nous disent, ah mais c'est très intéressant, vos critiques, etc. Effectivement, il y a eu des problèmes, mais on n'en est plus du tout là. Ça concerne il y a 2 ou 3 ans. Maintenant, le monde a évolué. Et donc, cette idée que nous, les chercheurs, les experts, etc., on court toujours après la réalité parce qu'elle évolue plus vite qu'on ne peut la penser, et en tout cas plus vite qu'on ne peut la critiquer, c'est quelque chose aussi qui va aller à l'encontre des actions syndicales. On va toujours vous dire, bah oui, mais là, ce que vous dites, c'est dépassé, on n'en est plus là, il faut avancer. Et donc, je pense, tout ça pour conclure, que véritablement, la bataille idéologique, elle est fondamentale à mener. Pour sortir de toute cette gangrène idéologique dans laquelle on nous a plongé, qui nous fait culpabiliser en permanence. Souvenez-vous, vive la crise en 1984 avec Yves Montand. Ah ben la crise elle arrive au bon moment pour que les salariés français comprennent enfin quel est leur devoir, leur responsabilité. Ça a été ensuite poursuivi avec Sarkozy, il faut réhabiliter la valeur travail, avec Raffarin qui disait du Canada, il faut que les salariés français comprennent que la France n'est pas uniquement Disneyland, etc., etc. Donc voilà, il faut sortir de ce rouleau compresseur idéologique sur lequel nous avons été par lequel nous avons été manipulés, et en même temps, il faut véritablement prendre en considération l'importance où on en est, l'importance de cet état où on nous a plongé, d'individualisation extrême, qui fait que combattre n'est pas facile non plus. Donc il y a une guerre idéologique à mener, et il faut réhabiliter également, dans le cadre de cette guerre idéologique, la notion de collectif, et considérer que ce n'est pas rétrograde à notre époque d'opposer des collectifs à l'individualité, à la personne, etc. etc. Voilà. Juste avant les syndicalistes peut-être poursuivent la réponse, moi je voulais en introduire une, pour mettre aussi un peu en parallèle et en perspective les difficultés du mouvement social actuel. Depuis qu'on bosse là collectivement sur le néo-management et les évolutions dans le travail, moi il y a un sujet, je trouve, sur lequel on bute, c'est la question de l'accélération du temps et le fait que quand on discute avec les militants, avec les collègues, dans tous les secteurs, les gens ils disent j'ai pas le temps. Entre les outils technologiques, les organisations du travail, etc. Il y a une espèce de fuite en avant infernale qui fait que le cerveau il est saturé, que le temps il est hyper compressé, et qui fait, je l'ai dit une fois dans une réunion de Nuit debout, que le
dernier espace qu'ils ne nous ont pas colonisé encore, c'est la nuit, quoi. Il y a toute la nuit, on peut se retrouver pour penser, se retrouver un peu ensemble parce qu'on n'a pas le temps. Donc il y avait cette idée-là et qui peut-être induit le fait qu'on a du mal à mettre les gens en grève. Alors évidemment, il y a 1000 raisons, 1000 autres raisons qui font que les gens ont du mal à se mettre en grève, mais je rajouterais peut-être cette hypothèse que ça c'est nouveau. J'ai l'impression que c'est peut-être un phénomène nouveau. Et puis la deuxième chose qui avait peut-être aussi été évoquée, c'est la question du consentement. Moi, en voyant le film, à chaque fois, ça me le fait, il y a 2 moments où elles disent, à un moment donné, il faut savoir dire non. C'est-à-dire que, y compris individuellement, qu'on arrête de collaborer. Hein, c'est le mot, on est tous des collaborateurs en entreprise. Et je trouve que, et ça c'est une responsabilité, je pense, chez les militants, les organisations associatives, syndicales et politiques, c'est d'éduquer à la prise de conscience et à la responsabilité qu'on a tous, individuellement et collectivement, de dire non et de refuser d'accepter un certain nombre de choses. On ne parle pas suffisamment de la souffrance au travail des militants syndicaux et de la double peine pour les militants syndicaux. C'est-à-dire, à la fois, ils doivent être à l'écoute de la souffrance au travail des salariés, de leurs collègues, etc. Et ils ne sont pas vraiment formés pour ça, parce qu'ils sont formés pour aller batailler, puis pas s'écraser devant le patron. Se transformer en assistante sociale ou en psychothérapeute, c'était pas leur culture. Et donc, mais ils savent bien que pour garder le lien avec les salariés, il faut qu'ils gardent cette écoute-là, et en même temps, ils se sentent doublement impuissants, parce que comme eux-mêmes sont dans la souffrance au travail que partagent leurs collègues, pour apporter des réponses, c'est compliqué. Et donc je pense que c'est vraiment très très important que ce soit dit, et que les organisations syndicales en tirent les conséquences. La deuxième chose que je voulais dire est plus optimiste. Moi, j'ai la chance d'avoir des doctorants qui travaillent sur ces questions-là, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Là, je reviens de Russie, etc. Je peux vous dire que par rapport à ce qu'on entend sur, oui, la France, tout ce discours par rapport à la France qui est arrêtée, la France qui est bloquée, la France qui ne sait pas accepter les réformes qui sont nécessaires, etc. Je peux vous dire qu'on nous envie, et qu'un film comme celui-là, il faut le diffuser aussi dans ces pays-là, parce que ces pays-là sont sur ces questions de bataille. C'est un budget pour les sous-titrages en russe. Sur ces questions de bataille, sur ces questions par rapport au néolibéralisme et à l'idéologie managériale. Que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Amérique du Nord, ou que ce soit un peu plus dans l'Est aussi, on nous regarde avec beaucoup d'intérêt, de se dire, pourvu que les Français résistent et continuent à débattre, et continuent justement à faire de la politique comme ils le font. Alors, je suis bien d'accord avec vous, il faut remettre la politique en avant, mais je pense que aussi il faut, dans la bataille idéologique, savoir que ce que l'on fait ici comme débat autour de ces questions-là, c'est pas on nous envie de pouvoir le faire encore ici dans notre pays. Merci.